que vous voyez bien l'écran apparaître pour qu'on puisse démarrer quelque chose qui va nous permettre d'interagir. Donc en fait, je vais vous demander de prendre vos smartphones ou d'ouvrir une page internet. Trop Il bien. y a 2 solutions pour, vous connecter, à quelques questions que j'avais envie de vous poser pour qu'on je puisse aussi prendre de l'information, collective au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Soit vous ouvrez une page, donc sur votre smartphone ou sur votre, ordinateur du jour et vous tapez menti.com et vous rentrez les 8 chiffres qui s'affichent à l'écran. Et puis sur entrée, soit vous flashez le QR code avec votre super appareil photo, à droite et vous allez rentrer directement dans la session pour bien me montrer que vous êtes là. Je ne sais pas si ça va être possible, mais n'hésitez pas à répondre à la question qui s'affiche, et que je remets ici avant de vous remettre le QR code pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'ouvrir de dégainer leur smartphone. Ça va se jouer sur comme ça, mots d'ancrage. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3, hein, donc n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, allez-y, remplissez cet écran. Pour vous, l'énergie, c'est quoi, en fait? Question très large et ouverte, vous allez voir évidemment, on va ensuite, aller un petit peu plus loin dans les détails, mais ça m'intéresse de voir quel est votre regard de base et de départ sur le concept de l'énergie même. Donc je remets la manière de se connecter au Menti, donc prenez votre temps, il y a 2 manières de le faire. Page internet menti.com, 8 chiffres, entrée et c'est parti, vous mettez vos mots ou flash de QR code et vous rentrez tout de suite dans la session et vous pouvez déjà commencer à répondre à la question. Donc je regarde s'il y a déjà des gens qui ont commencé à allonger quelques mots, sans générer trop de biais non plus pour les autres, hein. Soyez libre de mettre ce que vous voulez. En fait, le mot énergie, on peut l'entendre de manière très différente, hein. Déjà, je vois la vie, effectivement. C'est une belle manière de présenter le concept de l'énergie. Et on peut aussi évidemment avoir des approches très pragmatiques, voire solutionnistes aussi lorsqu'on parle de transition et de décarbonation ou de respect des limites planétaires. Bref, voilà, c'est des concepts qu'on investigue dans la fresque du climat, la fresque de l'énergie, pardon. Et, et on commence aussi d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, par cette question ou une autre question détournée. J'ai pas envie de vous faire vivre l'atelier, évidemment, j'ai plutôt envie de vous donner envie de le faire. Mais on commence par des choses très ouvertes sur le concept même de l'énergie. Allez, je remets une dernière fois peut-être la manière de se connecter. De toute façon, à chaque question, j'en ai plusieurs à vous poser, il y aura, alors pas le QR code, mais il y aura le lien du site internet menti.com et les 8 chiffres qui seront rappelés à chaque fois. Donc, si vous vous déconnectez, si vous arrivez en cours, etc., vous pourrez toujours vous connecter et répondre aux questions si vous avez envie de le faire. Rien d'obligatoire, bien entendu, c'est juste pour que ça soit un format un peu plus interactif qu'un vieux top-down comme on le faisait avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà dans vos jeux de réponse? La vie, j'aime beaucoup, le vivant, la sève un petit peu effectivement de nos économies aussi, hein. Sans énergie, on a du mal à faire tout ce qu'on a à faire dans nos journées classiques, on va dire. Le lien évident avec l'énergie fossile, vous allez voir, on peut évidemment en parler, avec beaucoup d'S, effectivement, parfois un de trop. La notion de transformation aussi, ça c'est ceux qui ont peut-être un regard un peu technique et d'ingénieur sur les lois de conservation. Bref, on voit déjà qu'il y a du contraste, hein, dans vos réponses, c'est intéressant, je trouve, en soi, et de comprendre, et encore une fois, on ne va pas surinterpréter non plus le nuage de mots qui s'affiche ici, mais que voilà, l'énergie est un peu partout, elle est assez centrale dans nos vies, et comme pour la fresque du climat et toutes les autres fresques amies, et évidemment aussi la fresque de la Renaissance écologique, on pense que c'est d'abord intéressant de comprendre ce dont on parle avant de commencer à agir parce que on va pas, et vu l'urgence écologique qui est devant nous, on va pas miser sur le coup de chance de trouver une bonne solution alors qu'on n'a pas bien compris le problème. On peut, hein, mais c'est un risque énorme à prendre, donc mieux vaut bien comprendre et investiguer cette phase de compréhension avant de trouver les bonnes solutions. OK, allez, petite question comme ça, juste, au débeauté pour voir un petit peu comment vous réagissez à quelques repères, sur, le système, énergétique, au niveau mondial qui est le nôtre aujourd'hui. Vous le savez déjà peut-être, je ne sais pas, mais l'électricité n'est pas l'énergie et inversement, l'énergie n'est pas que l'électricité, hein, il y a pas que l'électricité dans nos vies. Donc à votre avis, quelle est la part que représentent nos consommations électriques, mondiales actuelles
dans les consommations d'énergie au sens large. Vous savez sans doute que quand vous roulez avec votre voiture, si vous en avez une, alors soit elle est électrique et du coup ça marche pas, mais la plupart du temps elle ne le sera pas ou pas encore ou peu. Et donc on n'utilise pas que l'électricité pour notre mobilité, par exemple. C'est pareil aussi pour nous chauffer. On n'a pas tous des radiateurs électriques chez nous. Dans l'industrie, c'est encore plus évident. C'est assez compliqué aujourd'hui, même si les fours électriques arrivent et on a beaucoup de développement technologique autour de ça. Mais pour faire du verre ou de l'acier, on n'utilise pas d'électricité, ou très peu. Donc voilà, c'est pas, tout ça n'est pas l'ensemble. Et vous voyez ici déjà que là encore, c'est toujours pareil, il y a des réponses contrastées. Donc l'enjeu de la fresque, mais il n'y a pas que la fresque de l'énergie pour le faire, mais en tout cas, elle va permettre de faire ça, c'est de consolider des repères sérieux et communs avant de commencer à déclencher une réflexion sur les solutions et sur comment on fait. Et donc, vous découvrirez notamment dans la fresque pourquoi et comment la place de l'électricité actuelle dans le mix mondial est de 20% par rapport à l'ensemble des consommations d'énergie. C'est ce que je vous disais ici, je ne vais pas passer du temps, je ne vais pas vous faire un top-down et un cours sur l'énergie, mais c'est pour vous montrer que l'électricité, ce n'est pas que l'énergie, qu'on a d'abord de la production et des besoins de chaleur et de froid, et aussi que notre mobilité aujourd'hui n'est pas très électrifiée, et que l'électrification, c'est finalement une tendance lourde qui existe depuis l'invention de l'électricité. On a commencé par nous éclairer avec la fée électrique, et aujourd'hui, on a des usages qui sont beaucoup plus complexes que le simple éclairage. Évidemment, déjà, nos usages numériques, c'est assez évident, mais pour se chauffer, pour se déplacer. Et la tendance, vous verrez, va nous inciter à comprendre que l'électricité va prendre une place toujours plus importante dans nos consommations énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Donc là, si on se referme à uniquement l'électricité, donc je ne suis pas sur l'énergie au sens large, je suis uniquement sur l'électricité, parce que si je vous avais posé la question du premier chiffre, tout le monde le connaît, notamment après avoir fait une fresque du climat, mais pas que 80% de notre mix énergétique mondial actuel est fondé sur la combustion des 3 énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Sur l'électricité, c'est une autre réponse ou pas d'ailleurs, puisque l'un d'entre vous pense que c'est la même. Mais l'électricité, donc c'est les 20% des consommations énergétiques globales. Eh bien, comment on produit de l'électricité aujourd'hui dans le monde? On sait qu'en France, on a une électricité qui est assez massivement, faiblement carbonée grâce aux renouvelables et à l'électricité nucléaire. Alors, on ne va pas tout de suite rentrer dans le débat si c'est bon ou pas bon. Le nucléaire, c'est évidemment quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas ouvrir dans une fresque de l'énergie, mais surtout pas que, parce que la France n'est pas le monde. Comme vous allez sans doute le constater et le savez déjà, puisqu'effectivement, à l'heure actuelle, 2 tiers de l'électricité mondiale est encore massivement carbonée, puisque fondée sur les 3 énergies fossiles. Ce qui n'est absolument pas le cas en France, encore une fois, mais la France n'est pas le monde. Donc ça, c'est quelque chose aussi, mais j'ai un public plutôt de sachants aujourd'hui, donc tant mieux. Et vous pourrez, évidemment, c'est le travail d'une fresque, partager vos repères et vos connaissances et voir vos convictions tout du long de la fresque pour susciter le débat avec les participants. Mais ça, je vous le dis, je vous le renvoie, ça vous étonne, ça vous déçoit, ou ça vous enchante, peu importe, mais c'est un fait. En tout cas, constaté par nos expériences respectives, c'est très peu su. Le fait que les mix électriques mondial soient encore à 2 tiers au fossile, c'est largement fondé sur l'utilisation du charbon. Vous le voyez, à plus d'1 tiers, mais aussi au gaz fossile, un peu de pétrole, parce qu'il y a encore quelques centrales non optimisées, notamment sur les sites isolés ou les îles qui sont encore fondées sur ce vecteur énergétique-là. Mais globalement, non, l'électricité n'est pas décarbonée. Donc, si on dit qu'on veut plus d'électricité demain, parce que l'électrification du mix, c'est sans doute l'une des trajectoires qui est retenue par le monde entier, parce qu'on sait aujourd'hui décarboner l'électricité. C'est plus difficile de décarboner la production de chaleur directe ou la mobilité liquide. Mais si on veut faire ça, ne pas oublier qu'il faut aussi et d'abord et avant tout, d'abord croquer dans le gâteau avant de faire grossir le gâteau, quoi. Ou en tout cas, si le gâteau grossit, il va falloir quand même croquer à l'intérieur, puisque déjà, le gâteau existant est déjà massivement carboné. Donc, n'oublions pas ça. Donc ça aussi, ça rentre bien évidemment dans les exercices qu'on explore durant les 3 heures d'atelier de la fresque de l'énergie. Je reviendrai sur le concept de module. Vous allez voir tout à l'heure, c'est un peu différent du concept de lot de la fresque du climat. Donc, vous voyez, là, c'est une prospective de marché qui est de Bloomberg, mais il y en a évidemment des centaines.
qui nous montre à quel point le mix électrique va éventuellement grossir en valeur absolue. C'est en débat aussi, on peut le questionner, mais aussi forcément totalement être transformé en termes de profil pour se passer le plus rapidement possible d'énergie fossile pour le remplacer par des vecteurs décarbonés ou faiblement carbonés, dans lequel on va retrouver évidemment le renouvelable et potentiellement le nucléaire. Un principe de conviction que je partage ici, qui a mis du temps à éclore au sein des 7 co-auteurs qui ont travaillé sur cette fresque de l'énergie, c'est que nous ne proposons pas, dans la fresque de l'énergie, des prospectives. Alors évidemment, on va inviter les participants à travailler sur le futur de l'énergie, parce qu'on ne va pas rester des bras ballants sur le constat, ça ne sert à rien, mais on ne va pas, vous ne retrouverez pas de carte avec notamment cette prospective de Bloomberg, ni celle de l'Agence internationale d'énergie, ni celle de Greenpeace, ni celle de l'ADEME, ni celle de RTE, ou je sais quoi d'autre encore. Pourquoi? Parce que forcément, dans ces exercices de prospective énergétique, malheureusement, il n'y a pas le GIEC de l'énergie, il y a des biais où il y a des volontés de vouloir ouvrir un volet plutôt qu'un autre, le volet technologique, le volet de la sobriété, etc. etc. Donc, on a mis beaucoup de temps avant d'asseoir ce repère et cette conviction des 7 co-auteurs de la fresque de l'énergie. Il n'y aura pas de carte de prospective. En revanche, bien entendu, qu'on travaillera, et notamment sur ces phases de débrief, sur le futur de l'énergie, mais sans biais et sans dire que le futur de l'énergie, vous voyez ici, c'est beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, offshore et onshore, à terre et en mer, avec un nucléaire qui est plutôt maintenu, mais plutôt à la baisse, et puis une baisse des énergies fossiles avec de la captation et du séquestration de CO2. C'est un choix de Bloomberg, vous le croyez, vous ne le croyez pas, c'est en débat, et en tout cas, on n'a pas voulu mettre de biais dans nos cartes, qui sont des cartes de faits, de situations, d'historique de ce qu'est l'énergie et des concepts, pour ensuite ouvrir la discussion. Alors, est-ce que vous connaissez aussi les ordres de grandeur? Parce que les ordres de grandeur, c'est important pour derrière, encore une fois, engager une discussion qui a du sens. Parce que si on ne maîtrise pas bien les ordres de grandeur, ça ne marche pas bien. Est-ce que vous savez, comme ça, au débeauté, quelle est la consommation de barils de pétrole par jour dans le monde aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à 10 millions de barils jour? Est-ce qu'elle est à 50, 100, 200, 500 millions de barils jour? Ça, un baril, je ne sais pas si vous arrivez à vous le représenter, mais donc c'est quelque chose qui fait un peu moins d'1 mètre de haut, qui fait 90 centimètres de haut, et qui en gros permet de stocker 157 litres de pétrole. Voilà, vous voyez à peu près le machin. En gros, on peut se baigner dedans. 157 litres, c'est pas mal. Ne le faites pas, bien entendu. À votre avis, combien de fois on multiplie ces 157 litres pour obtenir la consommation journalière de pétrole dans le monde? Donc là encore, vous voyez, contraste, pas les mêmes réponses, pas les mêmes ordres de grandeur. Donc l'atout, je pense aussi de la fresque de l'énergie, c'est pouvoir poser, avec évidemment une dynamique de pédagogie inversée, totalement fondée sur l'intelligence collective, quels sont les chiffres clés à maîtriser et à avoir en repère dans notre radar pour derrière déclencher une bonne réflexion sur les solutions et les bons ordres de grandeur. Et vous découvrirez que dans la fresque de l'énergie, et évidemment ailleurs, si vous ne la suivez pas tout de suite, que la consommation journalière de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. 100 millions de barils jour, pour vous donner des petits ordres de grandeur, parce que tout ça est très impressionnant. Je vous ai dit qu'un baril, ça faisait 90 centimètres de haut. Si vous les mettez comme ça en mode Lego, vous n'y arriverez pas, puisque en un jour, ça fait 76 000 km. Et en 5 jours, vous faites la distance Terre-Lune. Voilà la réalité objective de notre quotidien. C'est qu'en 5 jours, on consomme l'équivalent de la distance Terre-Lune en hauteur de baril. Idem, tout ça est absolument impressionnant, je trouve, quand on se pose 2 secondes à comprendre ce qui se passe. Mais dans le monde, aujourd'hui, on met 13 secondes pour remplir une piscine olympique. On met 30 minutes pour remplir en pétrole le volume représenté par la tour Montparnasse. C'est ça, aujourd'hui, les volumes de consommation de nos énergies fossiles, et ici des hydrocarbures, donc pétrole et gaz. À votre avis, quand je vous montre un truc pareil, donc on est tous focalisés sur le net zéro, même si on sait que le net zéro, il faut y faire attention, notamment pour des organisations. Là, je suis bien sur le net zéro, la neutralité carbone mondiale, celle qui est prônée par les rapports du GIEC pour rester dans l'accord de Paris, c'est-à-dire en dessous des 2 degrés, et 1,5 si possible. Donc ces 100 millions de barils qu'on retrouve dans la situation actuelle, à votre avis, qui est-ce qui a pu proposer de dire que le net zéro,
on pouvait remuer la technologie. Bien entendu, elle est critique hein, pour l'équation climatique, mais elle est tout sauf suffisante. Hein, donc, pas de miracle technologique, mais quand même, on y croit. En essayant de pousser l'industrialisation de technologies émergentes et nouvelles pour accélérer aussi la décarbonation avec les énergies et les technologies existantes. Bref, en remuant tout ça, mais en restant crédible. La vision de cette source-là, c'est qu'il n'est pas possible de penser à un monde en 2050 avec autant de pétrole, mais qu'il sera nécessaire de le diviser par 4. Donc de redescendre à 25, en dessous de 25 millions de barils, 23 s'il faut être tout à fait exact. À votre avis, qui est-ce qui a pondu un scénario pareil? Est-ce que c'est Greenpeace? Est-ce que c'est l'Agence internationale de l'énergie telle que je l'avais déjà mentionné tout à l'heure? Est-ce que c'est notre GIEC? Chérie, est-ce que c'est l'IFPEN qui est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles? Est-ce que c'est British Petroleum qui est l'équivalent de Total en Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon? Est-ce que c'est la Banque mondiale ou est-ce que c'est Gecosphere, c'est-à-dire mon entreprise? Parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais de la prospective technologique et économique, donc j'ai forcément un petit peu trempé sur ces choses-là. Donc, allez, je vous le dis déjà, ce n'est pas moi. Ça aurait eu moins d'intérêt que de vous présenter mes travaux. Aujourd'hui, je reste quand même sur des sources qui sont potentiellement des sources repères pour vous ou pour tout un chacun dans le monde. Et au risque de vous étonner, ou en tout cas 5 d'entre vous, moins celui qui a la bonne réponse, c'est le Total britannique qui aujourd'hui et depuis 2020 assume totalement que son marché central et historique doit être divisé par 4 pour rester dans les limites planétaires et qu'il est d'accord avec cette vision-là et qu'il est d'accord pour transformer son modèle pour pouvoir rester dans ses limites. Donc, vous voyez, le monde change et j'ai envie de dire tant mieux. Vous l'appellerez dorénavant Big Young Petroleum et pas British Petroleum. Mais en tout cas, ce sont des visions qui aujourd'hui, et je le dis de manière très honnête et franche, j'ai eu l'occasion évidemment de m'exprimer à de nombreuses reprises sur ces questions de prospective technologique et économique depuis 15 ans dans le milieu énergétique. Si moi, avec ma petite tête de consultant, j'aurais annoncé ça et cette vision 2050 du pétrole il y a encore 5-6 ans, on m'aurait, mais franchement, rigolé au nez. Hein. On m'aurait dit, mais quel est ce touriste en fait hein. Donc ça, c'est le CEO de BP qui l'a annoncé dans son Outlook, hein, qui est un peu une bible pour tous les énergéticiens du monde, l'une des bibles, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous voyez, quand le CEO de BP annonce que il a remué ciel et terre et toutes les hypothèses favorables au développement technologique pour quand même préserver quelques consommations de son marché historique, il ne voit pas un avenir au-delà de 2050 sans diviser par 4 son marché phare. Donc le monde change et allons-y. Alors, comment on va le changer, ce monde et comment vous voyez l'investissement, je vous parlais d'électrification du mix, sur les nouveaux systèmes de production électrique. Vous savez que tous les jours, enfin, tous les ans, on installe encore des centrales à charbon, bien entendu. On installe des centrales à gaz, on installe quelques centrales au fioul, on installe aussi des barrages hydrauliques, des petites installations aussi hydrauliques, on installe des centrales nucléaires, on installe des fermes solaires, on installe des fermes éoliennes, on installe des centrales biomasse à cogénération, on installe tous les types de vecteurs énergétiques qui permettent la production électrique, on en installe. Et donc, moi, je vous interroge sur le grand segment ou macro-segment des renouvelables. Hein. Donc, le renouvelable, ça exclut les énergies fossiles et le nucléaire. Ce sont l'hydroélectricité, c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la biomasse, c'est toutes ces choses-là. À votre avis, sur les 400 milliards d'euros qui sont investis tous les ans en ce moment dans la transition électrique, à votre avis, quelle est la part qui est dédiée à l'ensemble de ces énergies renouvelables? Et donc, là aussi, tout à fait impressionnant, mais plus installé que la division par 4 de pétrole, les 3/4. Hein, et ça, c'est une tendance lourde. Hein, donc, c'est potentiellement une bonne nouvelle que je vous annonce. C'est qu'aujourd'hui, le virage, il est fait, il est concentré aujourd'hui sur les filières qui offrent le plus de potentiel en termes de décarbonation, et on y va. Alors, encore une fois, et je ne suis pas là pour vous faire un langage de technosolutionniste, il faut évidemment interroger la sobriété, il faut évidemment interroger nos consommations avant de vouloir équilibrer la pile de la production. Mais en tout cas, la pile de la production, elle est en cours de transformation de manière totalement radicale, puisque plus de 75% de l'investissement depuis plusieurs années dans les nouveaux systèmes électriques dans le monde, ce sont des moyens de production renouvelables et donc faiblement carbonés. Alors encore une fois, là aussi, la fraise, vous le verrez si vous la faites avec nous, elle va explorer évidemment les atouts de ces nouvelles filières, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des filières très anciennes. L'hydroélectricité, elle est plus que centenaire, mais il y a des filières beaucoup plus émergentes, comme l'éolien en mer, typiquement. Donc, quels sont les atouts de ces filières, mais quelles en sont aussi leurs limites?
parce qu'on ne va pas non plus vendre l'idée qu'elles vont permettre de faire du zéro impact ou du zéro carbone. Tout ça, ce sont des mots qu'on investigue et qu'on réfute dans la fresque de l'énergie. On n'aime pas le zéro impact parce qu'il n'existe pas. C'est quel est l'impact le plus faible et le plus bénéfique, et pas seulement sur le carbone d'ailleurs, parce qu'on n'a pas non plus que la lunette carbone dans la fresque de l'énergie, sur l'ensemble des concepts de limite planétaire. C'est pour ça qu'il y a un lien intéressant avec la renaissance écologique qui couvre évidemment l'ensemble de la systémie de la transition. Et puis aussi les contreparties, parce qu'on perd des choses à installer des nouveaux moyens de système électrique. Donc, on tourne évidemment autour des atouts, des limites et des contreparties pour faire émerger des convictions au sein des participants, pour comprendre que il n'y a pas qu'une filière qui peut tout rassembler et qui peut tout régler, et que tout ça va être l'enjeu de choix de société, à la fois en valorisant les atouts, bien entendu, mais en acceptant aussi les contreparties. Le contraste, c'est ça qu'on va chercher avec la fresque de l'énergie. C'est pas, il n'y a qu'une solution et on vous dit laquelle. C'est on a horreur, je vais le dire comme ça, hein, c'est comme ça que ça sort, nous, les co-auteurs, de la vision totalement manichéenne qui emporte parfois les Twitter and co, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non. Tu es d'accord avec moi, tu es avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Nous, on explore le contraste et la complexité de l'évolution du système énergétique en apportant sur la table l'ensemble des éléments qui nous a semblé nécessaires pour faire émerger une discussion de qualité entre des sachants ou des non-sachants autour de la même table, et après avoir travaillé pendant 2 heures et demie ensemble. Donc la fraise de l'énergie, rapidement, que je vous dise quand même un petit peu d'où ça vient, c'est 7 co-auteurs. Alors vous pourrez me faire la remarque et vous aurez raison, ce sont 7 hommes. C'est un regret que nous avons. Donc, évidemment, les co-auteurs ne vont pas rester les seuls animateurs. Donc, on aura un point d'attention très particulier, et je le dis avec beaucoup de conviction, à faire évidemment émerger aussi la parité, ou en tout cas une mixité plus importante. Vous me direz, ce ne sera pas compliqué, pour lancer ce collectif, notamment pour les fresques citoyennes, parce qu'on commence par là. D'abord le grand public et les fresques bénévoles, avant d'aller voir l'entreprise, le politique, et puis aussi les écoles, bien entendu. Mais ça, c'est un sujet qui nous porte. Alors, on le subit aussi, parce qu'on n'est pas uniquement responsable, parce que le domaine de l'énergie, c'est un domaine très technique, beaucoup d'ingénieurs. Et aujourd'hui, je vous ferai observer que dans les écoles d'ingénieurs, il y a moins de 25% de femmes. Et dans l'industrie de l'énergie au sens large, il y a moins de 25% de femmes. Donc, je pense qu'on représente ça aujourd'hui, finalement. Mais on a évidemment travaillé sur comment faire autrement que rester sur ce constat et se satisfaire de ce constat. Et on ira chercher évidemment plus de profils féminins pour pouvoir animer ces fresques. Je passe rapidement là-dessus parce que j'ai envie d'entendre vos questions, mais globalement, vous allez retrouver les concepts que vous connaissez des fresques amies. La durée est de 3 heures. En dessous de 4, c'est trop mou. Par équipe, par groupe, on ne va pas dépasser 6 ou 7 parce qu'après, on dilue l'intelligence collective, mais on peut évidemment multiplier le nombre de groupes avec un seul animateur. Pour l'instant, on a testé le 2 groupes par animateur, et ça marche très bien. Il faut une table, du papier, des cartes. Enfin, bon, j'imagine que vous connaissez ces repères, c'est tout à fait simple. Et très d'ailleurs inspiré de la fresque du climat, bien entendu. Là aussi, et je n'avais pas forcément envie de vous faire une présentation totalement complète de comment ça se passe, parce que j'ai envie un peu de laisser la place aux surprises, mais nous avons, et vous voyez ici quelques thématiques, mais on a développé aujourd'hui 5 modules, et je fais la différence entre des modules et des lots, parce qu'en fait, ces modules sont indépendants. Et ça, c'est la richesse aussi, je pense, de la fresque de l'énergie, c'est que le format de base, c'est 3 heures pour explorer 5 modules plus un débrief, mais on peut faire des fresques plus courtes en sélectionnant par exemple le module 1 et le module 3 et pas faire le 2, 4, 5 parce qu'on n'a pas le temps, et faire 1 et 3 et le débrief et tenir la fresque en 1 heure et quart. On peut comme ça bâtir des tiroirs différents et pas forcément visiter l'ensemble des modules, même si on a envie de vous faire goûter à l'ensemble des modules. Si on a moins de temps, on fait moins. Et puis, on est en train de développer d'ailleurs un 6e module et peut-être demain un 7e, un 8e, un 9e pour faire vraiment une espèce de boîte à tiroirs agile pour construire les meilleurs formats en fonction de qui on voit et qui on visite. Donc ça marche comme ça. Il y a aussi des questions, vous verrez, un peu pas de côté, parce qu'on est des fresqueurs et qu'on aime bien faire sourire, évidemment, et nourrir cette ligne de crête entre c'est un atelier ludique et on est là pour passer un bon moment ensemble. Donc, les sourires sont importants, mais rester aussi, évidemment, sur les principes de sérieux, de science et de rigueur pour pouvoir ouvrir des thématiques qui nous touchent, évidemment, toutes et tous ici, qui sont des thématiques sérieuses liées à la transition écologique. Donc, petit teasing,
On vous fera découvrir ou on vous fera redécouvrir ce que c'est que la production de pain en 1750, avant la révolution industrielle. Puis on regardera comment on fait le pain aujourd'hui, évidemment sur l'ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie, hein, donc de la production de blé jusqu'au moment où vous arrivez devant votre boulanger pour l'acheter. Et puis on comparera la différence entre ce qui se passe en 1750 et en 2023 et on réfléchira à ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est par exemple le premier module. On fera ça. On fera aussi des choses comme c'est quoi la puissance énergétique. Vous ne confondrez plus jamais après une fraise de l'énergie le watt et le wattheure. Et je ne vais pas prendre le temps parce que là, je vois que le temps avance et qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a une vidéo qu'on projette d'ailleurs pendant l'atelier, qui est la vidéo d'un cycliste allemand qui s'appelle Robert. Je ne sais pas si vous connaissez Robert, mais Robert, vous verrez, eh ben, il vous impressionnera par la taille de ses cuisses et vous serez impressionné par ce qu'il est capable de faire avec ses cuisses pour faire chauffer une tranche de pain dans un grille-pain. Je vous laisserai regarder ça pendant une fraise de l'énergie ou ailleurs, mais c'est tout à fait impressionnant. Et c'est ça un peu la promesse de la fraise de l'énergie, c'est, et j'ai envie de vous faire sourire aussi dans cette fin de présentation, c'est que vous ne confondrez pas téléwatteurs, vous ne confondrez plus puissance et production. Et ça, c'est quand même, encore une fois, des choses dont on a besoin pour affronter la complexité de l'enjeu énergétique. Alors certes, du coup, vous aurez peut-être un petit peu moins de pectoraux ou d'abdos, parce que si vous faites des abdos ou des pompes à chaque fois que vous entendez quelqu'un se tromper entre un mégawatt et un mégawattheure, bah, on devient vite comme le monsieur sur la BD. Mais la fraise de l'énergie, j'espère, servira aussi à ça, c'est de mieux comprendre les repères clés à maîtriser pour parler de transition. Idem, je vous parlais de lunettes carbone tout à l'heure, ça c'est très important pour nous. On n'a pas voulu se concentrer uniquement, même si le sujet est évidemment central, sur la décarbonation du système énergétique, parce que vous savez sans doute, mais sinon je vous le dis, et on l'explorera dans une fresque, que la géopolitique post-fossile, c'est une nouvelle géopolitique de l'énergie aussi et des ressources, avec l'extraction de minerais, et de matières stratégiques dans nos sols qui vont permettre de produire plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires et plus d'autres choses. Et ça ne veut pas dire que c'est OK à chaque fois et tout le temps. Que l'enjeu de l'extraction minière, c'est un sujet énorme, mais on est aussi là pour débunker, pardon pour les anglicismes, les fake news qui traînent partout et tout le temps. Il n'y a pas de terres rares dans les panneaux solaires. Il y a très peu de terres rares dans les éoliennes, voire majoritairement non, sauf certaines, et notamment dans l'éolien en mer, et qu'une partie d'entre elles. Je ne sais pas si vous avez ces repères-là, mais on revient sur cette espèce de données repères qui sont totalement fausses et qui traînent partout sur les réseaux et qui nous envahissent. La fraise de l'énergie, elle permet de revenir sur du dur et sur de la publication scientifique revue par des pairs qui permet encore une fois de remettre les faits au centre du jeu avant de parler de la prospective. Voilà, j'ai envie de vous poser cette question pour finir et puis vous écouter, répondre à vos questions, mais j'espère vous avoir intrigué et vous avoir donné envie au moins de tester l'outil, soit le plus rapidement possible parce que vous êtes à fond et que vous êtes très pressé, soit bientôt et vous verrez arriver, il y a une billetterie qui est en place avec l'association pour des fresques en ligne, des fresques présentielles dans plusieurs villes et j'espère que ça va se multiplier très vite. Et puis, si vous hésitez encore, et c'est normal, je peux être là pour répondre à vos questions et vous aurez encore le droit d'hésiter après. Et puis, vous avez aussi le droit de me dire, et je le prendrai pas mal parce que il faut du contraste aussi dans les réponses à ces questions. Vous avez le droit de dire, bah non, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose. Bon, au vu de l'exercice, on va retenir quand même que vous avez très envie de la faire et j'en suis ravi et j'espère vous rencontrer bientôt ou l'un des co-auteurs puisque à l'heure actuelle, et on va rester comme ça au tout début, il n'y a que les 7 co-auteurs qui sont les animateurs. Mais on va rapidement engager la notion de cercle, et ça Emma connaît bien ça avec la Renaissance écologique, avec des différents cercles qui vont pouvoir nous rejoindre, notamment dans l'animation, la formation à l'animation et le déploiement de cet outil pour tous les types de publics, d'abord et avant tout les citoyens, parce que c'est comme ça qu'on a envie de commencer, pour faire un marqueur de ce que doit être, à notre sens, une fresque AMI, c'est-à-dire d'abord un atelier pour tous les types de publics, mais bien entendu qu'on va engager d'autres segments comme les écoles. Il y a beaucoup d'enseignants dans les co-auteurs dont je fais partie, donc on ira dans les écoles qu'on connaît bien et les autres, et puis le politique et les entreprises, bien évidemment, parce qu'il faut aller voir toutes les typologies de sphères pour engager une transformation à la hauteur de l'enjeu. Voilà, merci de votre attention et je suis à votre écoute pour d'éventuelles questions.
Merci Antoine pour cette présentation super riche, super bien faite. Enfin voilà, c'était un vrai bonheur de t'écouter et puis d'en apprendre plus de façon en plus ludique, vachement sympa. Moi, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Je sais pas vous, on fait un petit tour. Enfin voilà, il nous reste 8 minutes, donc ça aussi je rends visible. J'aimerais si vous avez des questions à poser à Antoine, bah voilà, si vous voulez poser vos questions à Antoine. J'ai vu dans le chat qu'il y avait forcément, voilà, dis-nous quand tu passes à Rennes, dis-nous quand tu passes à Toulouse. Alors là, Antoine, tu peux soit sens-toi à l'aise, soit à toi de mettre un message sur le Slack, voilà, dans la chaîne aléatoire, ou alors de passer par moi et que je passe les messages aux personnes intéressées. Donc ça, c'est sûr, l'information, enfin voilà, elle sera diffusée et à Lyon aussi, hein, Marie-Hélène, voilà. Et le bienvenu à Ménilsonny aussi, hein, si tu veux. Voilà, au début, beaucoup d'humilité, on n'est que 7, mais on est en train de faire des tours de France. Il y en a qui ont aussi beaucoup de temps libre et avec conviction, donc qui voyagent, parfois à vélo ou parfois en train. Et puis par nos activités professionnelles, voilà, je serai à Toulouse début février, 6, 7, 8, 9. Et donc, je suis en train de voir avec mes copains toulousains comment trouver une salle pour proposer au moins un atelier de table, donc jusqu'à 14 participants, pour faire un premier atelier toulousain. Ah, mais je rigole pas, hein. Le 5 mars, tu as la première étape du Paris-Nice, au Midi-Saint-Denis. Alors, là, il y aura du vélo. Ah oui, là, il y aura on voudrait parler du vélo en termes d'énergie aussi. Tu vois, ouais. il y a un sujet. Ah bah, il y a un énorme sujet, on est bien d'accord. Voilà, en tout cas, c'est super la présentation que tu nous as fait. Ça m'a donné très envie. Il y a les questions que je me pose et je pense que du coup, ça me donne envie de faire la fresque du style. Est-ce que ça va m'aider à choisir ma prochaine voiture? Est-ce que ça va m'aider à construire la rénovation énergétique de ma maison ou voilà. Mais en tout cas, je trouve que les données repères, là, tu dis, qui sont très fausses, moi, ça m'intéresse comme sujet, parce que comment on peut être à ce point dans une vision erronée, tu vois, des choses, ça m'interroge quand même. Tout à fait. Merci Valérie. Vraiment envie que tu viennes l'essayer parce qu'il y a un module qui est totalement dédié aux nouvelles typologies de propulsion de la voiture particulière. D'accord. Entre la voiture toute électrique, la voiture hybride, la voiture hydrogène, on revisite ces concepts de technologie et on essaie de casser quelques mauvais repères à la fois pour dire c'est pas bien ou pour dire c'est super. Voilà. Et on essaie de revenir, encore une fois, avec des éléments factuels et renseignés sur, voilà, et faites vos jeux après. Parce qu'après, c'est tout ça l'histoire de choix, évidemment. Hein. Donc, en fonction de telle ou telle sensibilité, peut-être que la conclusion pourrait être différente après ce module. Tu verras. Merci en tout cas. J'espère que quand tu auras lancé la billetterie du Tour de France, on sera les premiers à avoir l'info pour prendre vite les billets. Brigitte, à toi. Ouais, j'avais une question. Donc, je vois le côté pédagogique, effectivement. Et ma question, tu as presque répondu, c'était c'est quoi le message final et avec quoi est-ce que les gens repartent, tu vois, en termes au-delà de l'aspect scientifique, de données. Okay. En gros, on repart avec quoi? On se dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait à l'issue de ça? J'adore ta question parce qu'en fait, c'est une question qu'on pose dans toutes les ateliers fresco d'énergie qu'on fait, c'est qu'est-ce que vous retenez? Et on préfère poser cette question ouverte plutôt que de dire voilà ce qu'on vous invite à retenir. Mais après, on a un petit A4 comme ça qu'on donne à la fin de chaque atelier avec effectivement quelques principes et repères clés qui émergent sur chacun des modules. En fait, chaque module permet vraiment de sortir quelque chose d'assez fort en termes de repères factuels, historiques ou en situation, pour essayer de réfléchir au futur de l'énergie. Donc, je peux t'en citer quelques-uns et je ne casse pas, je pense, la manière de découvrir les ateliers, mais typiquement, que notre société aujourd'hui, elle s'est complexifiée, elle s'est mondialisée grâce à l'abondance énergétique des fossiles. Ça peut sembler d'une telle évidence pour toi, je te garantis que pour certains publics, ça l'est beaucoup moins. Que comprendre qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de martingale, quoi. Il n'y a pas de solution unique dans la vie et que pas de bol, mais j'ai envie de dire aussi
pour nourrir nos passions, mais on aurait préféré qu'il y ait une bonne et unique solution pour régler tout ça d'un coup. C'est qu'il y a, il y a pas de solution parfaite, que chaque option, chaque levier de transition, d'atténuation, d'adaptation, bah, il y a des atouts, il y a des limites, il y a des contreparties, et c'est bien d'avoir la vision d'ensemble et une sensibilité de pondération autour de ces 3 critères pour se faire émerger une conviction sur lesquels il faut accélérer, lesquels en stand-by et lesquels surtout arrêter. Donc il y a ça aussi, il y a pas qu'une solution dans la vie. Et il y a aussi tout ce régime de, encore une fois, d'ordre de grandeur et de puissance et d'énergie qui sont aussi investigués dans d'autres modules, quoi. Voilà. Mm. Et pour Du coup, finir, il y a aussi les idées qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie, par exemple. L'empreinte matière, ouais. c'est quelque chose de fondamental à comprendre, notamment dans l'électrification de notre mix et dans le fait de comprendre qu'il y a des poids matières qui vont être plus importants par unité de système de production installé, et que tout ça veut dire qu'il y a des nouvelles attentions qu'il faut avoir, notamment en termes de géopolitique internationale et des pays amis ou ennemis de la France, par exemple. Voilà. Attention, il y a Xavier qui a une question et il nous reste 2 minutes. Oui. Vas-y, Xavier. Je vois qu'Antoine est bavard comme moi, donc je ne vais pas lui en vouloir. Juste une remarque, depuis que j'ai vu la vidéo, effectivement, dans un atelier de sensibilisation à la transition écologique de mon personnel, de l'allemand Robert, là, je peux vous dire que dès que je vois un grille-pain, j'ai le stress. Mais bon, après, ça, c'est chacun sa vie. Non, juste une question sur les usages, parce que finalement, moi, par exemple, j'ai réussi à convaincre mon personnel de basculer un des véhicules de service en 5 à 6 vélos de service électriques. Mais derrière, il y a toutes les questions d'usage qui se posent, puisqu'on touche vraiment à l'essentiel de comment on se déplace pour le travail. Est-ce que c'est prévu dans la fresque que c'est abordé cette question-là? J'imagine que oui. Oui, non, absolument, tu as raison de le rendre visible. Je vous ai beaucoup parlé de production, il faut aussi évidemment parler de la demande et de la conso et des usages. Donc, on visite ça, et avec, là aussi, j'ai un public de gens assez matures sur ces questions-là. Et donc, on va plus loin avec des gens comme vous, et on invite les néophytes totaux à prendre conscience de ça. C'est que sans sobriété et sans réflexion d'abord sur les usages et les enjeux de consommation, on ne pourra pas, ça c'est vraiment, sans se raconter d'histoire, on ne pourra pas équilibrer les 2 piles, quoi, demande et offre, c'est pas possible en fait, sauf à s'inventer des histoires autour de ruptures technologiques éventuelles, de machin, de trucs. Mais moi, je prends pas de risque. Si j'ai envie de faire bien les choses, je mise pas sur une rupture technologique. Je prends les technologies qu'on connaît actuellement, je regarde comment elles peuvent nous aider, et sans elles, je veux dire, comme ça sort, c'est foutu, ça marche pas. Mais c'est tout sauf suffisant. Donc, il y a une réflexion de fond, et d'ailleurs prioritaire, à faire dans le bon sens, d'abord sur les consommations et donc la sobriété, avant de comprendre comment ce qui restera en termes de demande devrait être nourri par des filières faiblement carbonées et respectant les enjeux des limites planétaires. Donc oui, bien sûr, on investit que ça, bien sûr. Canon. Je regarde l'horloge universelle. Et Dominique qui a le droit encore à une question. Ouais, Dominique a droit à une question. Allez, il reste 20 secondes. Pas vraiment une question, c'est plutôt 2 commentaires. Un, par rapport à Toulouse, si tu cherches des salles, alors je ne sais pas c'est qui tes contacts, mais c'est peut-être dans le réseau des fresqueurs, mais comme je suis sur plusieurs communautés de fresqueurs, il y a pas mal d'endroits du coup identifiés pour des salles. Donc si jamais, voilà, tu peux... Okay. Moi, je pourrais regarder. Sur Castanet, j'en ai un dans un tiers-lieu qui fait pas mal de fresques, qui accueille pas mal de fresques aussi. On peut mettre 2 tables. Okay. Et l'autre commentaire, c'était, je ne me rappelle plus. Ah si, juste comme ça. Moi, j'adore le côté module. Pour le coup, pour animer certaines fresques qui ont ça, comme la fresque Océane, ou Renaissance écologique, quelque part où on pourrait choisir un type de chantier, je trouve que c'est hyper adaptable, du coup, en termes de timing et de public. Et ça, par contre, je trouve que c'est génial, quoi. De ne pas être coincé sur un format... je trouve ça vraiment cool, quoi. Vraiment chouette. Donc, hâte de découvrir ça, quoi. Merci de ce commentaire, parce que c'est quelque chose qui nous a nourri dès le début, c'est-à-dire à la fois pouvoir faire des formats plus courts, même si franchement, il faut quand même un peu de temps pour comprendre les choses dans son ensemble, mais on est pragmatique et on sait que la durée de 3 heures parfois est une contrainte pour beaucoup de parties prenantes de s'investir pleinement sur ces sujets. Et aussi, au contraire, ça va nous permettre de éventuellement jamais s'arrêter sur la construction de nouveaux modules.
Et peut-être que demain, il y en a 20. Alors, demain, en fait, il y en aura 6, ça tu peux en être sûr, mais on peut aller plus loin. Et on peut en construire 20 et faire vraiment des trucs à la carte. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est un produit, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais très évolutif dans son âme, en fait. Et on l'a conçu comme ça dès le départ. Ouais, c'est chouette ça. Bonne idée. Parfait. Pardon. Oui, il me reste plus qu'à vous remercier pour vos retours et votre enthousiasme. Donc, j'étais ravi de passer ce temps-là avec vous. Merci à toi aussi, Antoine. On peut rapidement faire un petit tour de déclusion, du coup, en disant un mot sur cette fresque de l'énergie. Et voilà, donc en mode popcorn. Qui voudrait commencer? Moi, impatiente de tester. Merci. Annie, comme ça, tu pourras te connecter avec l'ABC. Oui, en fait, c'est pareil. J'ai trop hâte de tester et de voir comment ça se passe. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Antoine. Moi, je dirais pertinent. Moi, je dirais bravo pour l'idée et l'initiative. Moi, je dirais déconstruire. Ah ouais, pareil. Voilà, déconstruire. Connaître les ordres de grandeur, voilà. Moi, je dis rendez-vous au milieu de Saint-Denis, le 5 mars, au Paris-Nice. Le message est passé, Valérie. Canon. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Antoine, du coup, pour cette super présentation. Et puis, je vous remercie d'avoir pris du temps pour participer à cette heure heureuse et d'écouter notre invité et ami Antoine. Il y a un site internet qu'on a ouvert. Donc, vous tapez fresquedelénergie.org, vous tombez dedans et vous allez accéder rapidement à tout ce qu'il faut, le contact et la billetterie. Avec des ateliers en ligne, parce que Clément, l'un des co-auteurs, fait beaucoup d'ateliers en ligne et on le remercie pour ça parce qu'on n'est pas tous fans, pour être tout à fait honnête. Donc, si lui, il s'y met, c'est cool parce que ça permet quand même à d'autres publics de le visiter vite. Et puis, encore une fois, après, on est bien répartis autour de la France et on a à cœur, évidemment, d'aller un peu partout sur le territoire français pour commencer et au-delà plus tard. Et c'est pas si facile, donc un peu de patience, pardon de le dire comme ça pour certains ou certaines, mais on espère venir à votre rencontre parce qu'on veut surtout pas que ce soit évidemment une fresque parisienne. Non, c'est d'abord une fresque nationale et internationale demain. Super. Merci beaucoup. Oui, vous avez reçu une newsletter hier et le lien vers le site internet y est. Voilà. Voilà. Mais il est simple à retrouver en même temps. Fresque de l'énergie, c'est simple. Oui, ça va le faire. Canon. Merci Bonne à fin vous de tous. journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Bientôt. Au revoir. Au revoir.